TV Liberté n'a jamais été aussi puissante, mais les tentatives de nous anéantir n'ont jamais été aussi nombreuses. Les ordres du pouvoir politico-financier pour nous priver de comptes bancaires ont dévoilé leur volonté de nous abattre. Ces attaques, aussi virulentes et basses soient-elles, trahissent en réalité leur peur. Emmanuel Macron consacre à présent des conférences entières à plaider pour un encadrement, une censure donc, des médias alternatifs. Ils ont peur que nous montrions le réel qui démonte leur narratif. Le monde imaginaire vendu par les médias est en train de s'effondrer. L'information libre portée par TV Liberté déferle sur leurs mensonges. La vague les submerge. C'est l'instant de vérité. Le système tombe et il faut encore le pousser. Mais malgré notre détermination, notre dévouement intact, les coups que l'oligarchie nous a portés ont eu des conséquences lourdes. La fermeture de nos comptes, la précarité bancaire et les obstacles administratifs auxquels nous sommes confrontés ont grévé nos budgets. Pour aborder 2026, non pas avec sérénité, mais avec assurance, vous devez vous tenir à nos côtés et nous soutenir. Nous sommes en première ligne pour vous, alors assurez nos arrières, faites un don à TVL pour que vive l'information libre. Alors je compte sur vous. Analyste politico-stratégique, homme d'affaires installé à Moscou depuis plus de 25 ans, est-il nécessaire de vous présenter le fondateur du site d'analyse Stratpol? Bonjour Monsieur Moreau. Bonjour Martial. Xavier Moreau, les récentes déclarations du général Fabien Mandon devant les maires de France ont suscité de très vives réactions. Tout d'abord, vous êtes, Xavier Moreau, un ancien militaire français. Le CEMA, le chef d'état-major, a-t-il raison d'alerter publiquement sur notre, je cite, manque de force d'âme pour accepter de nous faire mal pour défendre la nation? Il faut accepter de perdre nos enfants, de souffrir économiquement. Ces mots qui interpellent notre fibre patriotique finalement. Oui, alors je ne sais pas qui fréquente, parce que moi, tous mes amis, notamment ceux qui ont des enfants, parce que je crois que dans l'entourage d'Emmanuel Macron, il n'y en a pas beaucoup qui ont des enfants, et bien, ils élèvent bien leurs enfants, et leurs enfants sont prêts à mourir pour la patrie. Mais le problème, c'est le contexte dans lequel le général Mandon dit ça, c'est-à-dire c'est celui de nous expliquer que nous sommes en guerre contre la Russie. Nous sommes en guerre contre le Covid, contre la Russie, etc. Donc je pense que c'est ça le problème. Je pense que si un jour la patrie est réellement en danger, la France trouvera dans sa jeunesse des jeunes gens capables de donner leur vie pour la protéger. Moi, j'en ai aucun doute, donc je ne vois pas pourquoi ils s'inquiètent. Alors peut-être qu'ils s'inquiètent pour une jeunesse qui, elle, ne voudrait pas ni sacrifier pour la patrie, ni aller combattre dans la steppe ukrainienne contre les troupes russes aguerries depuis 4 ans de guerre. Donc c'est peut-être ça aussi qui lui fait peur. Je pense que il y a deux types. Cette jeunesse-là, je vois d'un côté une jeunesse d'origine immigrée qui, d'ailleurs, est plutôt pro-Poutine parce qu'il considère que Poutine est un alpha et qu'Emmanuel Macron est un bêta. Donc effectivement, cette jeunesse issue de l'immigration, c'est pas certain qu'elle ira mourir. C'est pas certain qu'elle ira mourir pour la patrie. Je pose là, je n'affirme rien, mais je pense qu'on peut se poser la question, donc c'est peut-être ça qui lui fait peur. Et puis, et c'est certain en tout cas qu'elle n'ira pas mourir sur la steppe ukrainienne. Et deuxièmement, il y a toute une partie de la jeunesse gauchiste française qui a été élevée dans la haine de la France. Donc oui, effectivement, elle, si tant est qu'ils fassent des enfants, leurs enfants n'iront pas mourir ni pour la patrie, ni pour rien du tout. Donc c'est pour ça que moi je ne suis pas inquiet. Si la France, il y a des parents qui ont élevé correctement leurs enfants, et ces enfants-là iront sur les champs de bataille pour protéger nos frontières. Et j'en ai absolument aucun doute. Donc il a tort de s'inquiéter. En revanche, ce qu'il fait réellement, c'est qu'il met, comme dirait Laurent Ozon, la population française sous stress pour essayer de la contrôler, pour qu'on ne parle pas des 15% de popularité d'Emmanuel Macron, qu'on ne parle pas de l'échec du vote du budget, et donc il utilise les bonnes vieilles méthodes pour l'obtention du consentement à la Bernstein ou à la Tchakotine sur la manipulation des foules par la propagande politique. Voilà. Le CEMA, le chef d'état-major, considère que la Russie se prépare dans les 3 ans à 4 ans à agresser un pays de l'OTAN. La Russie veut porter son armée régulière à 1,5 million d'hommes. La conscription de masse de 18 à 30 ans est en place. La limite d'âge de la conscription a été relevée à l'âge de 30 ans. Il y a vraiment des éléments clairs qui peuvent montrer ou démontrer que la Russie se réarme et donc devient un danger potentiel.
Non, je ne pense pas que la Russie soit un danger potentiel, déjà parce que malgré tout, la Russie a des problèmes démographiques que nous avons tous, c'est-à-dire une population qui vieillit. Pour vous, aujourd'hui, la Russie, avec les nouveaux territoires, je ne sais pas, c'est autour de plus de 150 millions d'habitants, mais on n'est plus en 1939 où c'était 95 millions d'habitants, l'équivalent de la Russie d'aujourd'hui, mais l'espérance de vie était de 45 ans. Donc ça donnait une population extrêmement jeune qui pouvait se battre quasiment jusqu'à la fin de l'espérance de vie. Aujourd'hui, on n'en est pas là. La Russie, une fois la guerre terminée, aura beaucoup de problèmes à régler, y compris dans les parties de l'Ukraine qui ont été réunifiées à son territoire. Et en plus, elle a un problème de manœuvre. C'est le principal problème de l'économie russe, on pourra peut-être en parler, c'est la main-d'œuvre. Donc non, la Russie ne menace personne. En revanche, effectivement, la défaite militaire annoncée pour l'Union européenne, pour la Commission européenne, pour les principaux bellicistes européens, c'est-à-dire Emmanuel Macron, Merz et Starmer, eh bien, effectivement, cette défaite militaire peut avoir des conséquences politiques et c'est ça qui leur fait peur. Et surtout, ça met en évidence que les deux promesses qui avaient été à la base de la construction européenne, c'est-à-dire la paix et la prospérité, sont un échec total et que non seulement on est en guerre, non seulement on est pauvre, mais qu'en plus on va perdre la guerre. Donc c'est ça en fait qui fait peur au général Mandon. Oui, alors il avance aussi un argument qui peut être plus recevable, si j'ose dire, c'est celui de l'argument psychologique. Il dit que Moscou a la perception d'une Europe collectivement faible. Là, il ne ment pas. Au moment de s'asseoir à nouveau autour de la table pour envisager la paix, cet élément psychologique n'est pas sans valeur. Il y a une forme de désinhibition de la Russie à l'égard de l'Europe. Je pense, je suis assez d'accord. Le fait est que je vois ce matin, par exemple, je suis passé sur une chaîne russe par conférence vidéo, et en fait, finalement, les réactions sur les propos du général Mandon, ça suscite plutôt la plaisanterie qu'autre chose. C'est vrai que l'Europe ne fait ni peur ni envie désormais, c'est terminé. Donc effectivement, on est, comme disent les jeunes, l'Europe est un personnage non joueur, l'Union européenne est un personnage non joueur, et finalement le seul moyen pour que la France retrouve de l'influence, il faudrait qu'elle quitte l'Union européenne, ou en tout cas sa diplomatie, et puis surtout retrouve les moyens aussi de la puissance, c'est-à-dire une économie performante, une armée digne de ce nom. Vous soulignez le fait que effectivement la Russie a déjà en fait une armée d'1,5 million d'hommes, dont la moitié se bat, donc si on en croit Vladimir Poutine, 700 000 sur le front. Donc en fait c'est la première armée du monde du point de vue de l'efficacité, avec un complexe militaro-industriel hors du commun qui fonctionne derrière. Et effectivement, en face, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et surtout, encore une fois, le problème de Mandon, encore une fois, c'est si jamais il voulait vraiment préparer la France à la guerre. Dans ce cas, vous arrêtez la propagande LGBT dans les écoles, vous faites des écoles pour les garçons et pour les filles, vous apprenez aux filles à devenir infirmières, vous apprenez aux garçons à devenir des soldats. Déjà, vous leur apprenez à défendre la patrie. Et ensuite, une fois qu'ils seront prêts à mourir pour la patrie, vous allez essayer de leur expliquer que maintenant il faut aller mourir dans la steppe ukrainienne ou alors dans la Baltique pour sauver l'Estonie. Emmanuel Macron bon courage. Est arrivé pour défendre son ami, général Mandon, qui est un proche de la Macronie. Mais il dit on a pas compris son propos. En fait, ce qu'il voulait, c'est un choc en forme de test pour dénoncer toutes les formes d'actions que la Russie pourrait mener, et donc des actions violentes, la guerre, mais aussi des actions non violentes, mais tout aussi troublantes. On parle des cyberattaques, de la coercition et des actions hybrides, par exemple. Oui, ça existe. Première remarque qu'on peut faire, c'est la première fois qu'on a un chef d'état-major de l'armée qui est un pilote. Et donc c'est pas quand même, et j'ai beaucoup de respect pour les pilotes de chasse. C'est pas fait Saint-Cyr. Non, je reproche pas d'avoir fait Saint-Cyr. On a eu l'amiral Langsade, on peut très bien avoir un amiral. Il faut quelqu'un qui est commandé à des hommes. Donc qui est commandé, je sais pas, un porte-avions, une frégate, un ensemble, voilà. Pour moi l'idéal, c'est surtout pour une armée comme l'armée française, c'est un général de l'armée de terre. Même si je pense que Burkhard et Lecointre, les deux derniers, ont été en dessous de tout. Malgré tout, ils avaient du charisme. Il y avait un certain charisme de soldats qui ont commandé à d'autres soldats. Et là, on a l'impression d'avoir un bureaucrate, un haut fonctionnaire, un énarque, qui n'a absolument aucun charisme, et donc qui est là parce que visiblement il est très proche d'Emmanuel Macron, et puis qui balance je pense qu'il ne s'attendait pas à ce que ce soit repris. Finalement, c'est quoi cette conférence devant les maires de France ? Personne ne comprend pourquoi il parle de ça, et donc je pense qu'il s'est fait piéger parce que justement il n'est pas à sa place. Et voilà, et qu'après que Emmanuel Macron vole à son secours, de toute manière, en soi, il a eu ce qu'il voulait, c'est-à-dire il a voulu un choc. Mais le choc s'est retourné contre eux, et encore une fois, ça prouve qu'il ne vit pas dans la France réelle. La France réelle,
les pères de famille, les mères de famille, ils élèvent leurs enfants pour, le cas échéant, aller jusqu'au sacrifice suprême pour la patrie. Alors peut-être qu'on n'est pas nombreux, mais en tout cas, moi dans mon milieu, il n'y a pas de problème par rapport à ça. On va partir à Genève parce que ce mercredi se sont ouverts les pourparlers de paix à Genève. Le document de travail promu par les États-Unis étant 28 points et a suscité beaucoup de débats. Le dernier communiqué conjoint États-Unis-Ukraine date de lundi dernier, c'est en début de semaine. Il affirmait que le futur accord de paix devra pleinement respecter la souveraineté de l'Ukraine. Peut-on être prudemment optimiste ? Alors, on peut être prudemment optimiste. Je pense que de toute manière, 2026 verra la fin des combats. Je pense qu'on peut être assez... mais d'une manière ou d'une autre. Attention, Xavier Moreau. Non, s'engager sur ces dates. Je prends le risque. Je n'en ai pas pris. Mais là, quand je regarde l'état de l'armée française, l'état de l'armée ukrainienne, l'état de l'économie ukrainienne, l'état de l'économie européenne, l'état de l'économie, le fait que l'Amérique ne paye plus. Donc si toutes ces données-là continuent comme ça veut dire que oui, en 2026, je ne dis pas un traité de paix, je dis l'arrêt des combats d'une manière ou d'une autre. Donc on peut être optimiste. Cela dit, je vois pas mal de points. Alors en plus, on ne sait pas trop exactement quels sont ces points. Ça sort dans la presse, il y a des contre-propositions dont on nous dit que Rubio dit qu'il a pas vu passer cette contre-proposition, ce qui est grotesque. Hein. Les 24 points de l'Union européenne, c'est tout simplement idiot. Mais voilà, donc ce qui est clair, c'est que ça paraissait inimaginable il y a 6 mois. Ce qui est clair qu'on retient, c'est la création d'une zone tampon démilitarisée et neutre dans la partie de l'oblast de Donetsk. L'Ukraine renonce à son projet d'entrée dans l'OTAN, réduction à 600 000 soldats ukrainiens et amnistie générale, y compris pour les crimes de guerre visant le président Poutine. Oui, ça, c'était 4 grands points qui font débat avec la levée progressive des sanctions occidentales aussi. C'est pour ça qu'il y a des choses. Déjà, en admettant que Zelensky donc valide ça pour la Thanksgiving, hein, c'est ce qu'a dit, donc c'est-à-dire le 27 novembre. Après, ce sur quoi ils seront tombés d'accord doit être envoyé à la Russie. Vladimir Poutine a plutôt bien accueilli en disant ça peut servir de base aux négociations. Mais par exemple, moi je pense qu'une armée d'armistice de 600 000 hommes, ça passera pas. En 1919, on a imposé une armée d'armistice de 100 000 hommes à l'Allemagne. Et la Prusse, le Deuxième Reich, c'est autre chose que ce qui va rester de l'Ukraine. La France s'est vue imposer une armée en 40 de 100 000 hommes. Donc 600 000 hommes, à mon avis, ça n'ira pas. Si on me souvient bien, l'accord qui aurait dû être signé en avril 2022, c'était 250 000 hommes. Ce qui me paraissait là aussi beaucoup. Donc voilà, ce qui est clair, c'est qu'on est au début d'un processus de négociation. Ce que voudraient les Européens, c'est un cessez-le-feu. Ce qu'on a cru comprendre il y a quelques mois, c'est que la Russie serait d'accord pour un cessez-le-feu, à condition que Kiev retire ses troupes du Donbass. Mais par exemple, de ce qu'on sait de cet accord, les Russes ne se satisferont pas pour la signature d'un traité de simplement geler la ligne de front dans la région de Zaporozhye et de Kherson, ces deux qui font partie désormais du territoire russe depuis le référendum de septembre 2022. Donc il y a des tas de choses sur lesquelles les Russes risquent de ne pas être d'accord. En plus, ils ne sont pas pressés. Je peux vous dire que de ce que je vois, quand j'écoute un peu les réactions, ils disent on n'est pas pressé, et puis il y en a beaucoup qui veulent aller jusqu'à Odessa et qui ne veulent pas se contenter du fait qu'on va démilitariser Odessa, de nouveau arrêter les répressions contre la langue russe et contre l'orthodoxie. Ça suffira pas. Je crois qu'il y a la majorité des Russes, et ça Poutine doit le prendre en compte, a consenti à des sacrifices. Ils voient que la victoire maintenant est inévitable, donc ils veulent aller jusqu'au bout. Et pourtant, comment vous considérez qu'en France, ce document de travail qui a été présenté par Donald Trump est considéré comme trop favorable à la Russie, ce qui fait dire d'ailleurs au quotidien d'extrême gauche Le Monde, Trump veut faire cesser le bain de sang en prenant le parti de l'agresseur au détriment de l'agressé. C'est le sentiment général, puisque Le Monde le dit. Oui, ça c'est de la moraline. Si vous voulez, moi, si j'avais vécu en 1870, j'aurais été très triste qu'on perde de l'Alsace-Lorraine, d'autant plus que je suis à moitié lorrain. Mais après, il y a la réalité. C'est la réalité du champ de bataille. La réalité du champ de bataille, c'est que l'Ukraine est en train de perdre. En fait, si les Européens étaient raisonnables, ils diraient oui à ce que propose Trump. Parce que Trump, ce qu'il leur propose, c'est que effectivement, les gains russes, même au maximum, se limiteront à ces 4 régions plus la Crimée. Voilà. Si jamais on attend trop, si jamais on laisse se passer la campagne d'hiver qui arrive, si ça se trouve, dès que la Russie contrôlera par exemple 70% de la région de Kharkov, elle fera un référendum.
C'est la limite, c'est 70%. Évidemment que les habitants de la région de Kharkov voteront pour le rattachement à la Russie, et donc ça fera encore une région en moins, plus une région industrielle. Et ça peut finir comme ça jusqu'à Odessa. Le problème, c'est qu'en face de nous, on a des acteurs, je pense, irrationnels, et qui ont beaucoup à perdre de la paix. Je pense que Macron, lui, ce qu'il voudrait, c'est que ça tienne au moins jusqu'à la fin de son mandat. Merz, c'est à peu près pareil. Et Starmer aussi, et surtout en Allemagne et en Angleterre, vous avez les nationalistes qui sont en train de pousser, et les nationalistes en Allemagne, en Angleterre comme en France sont contre la guerre. Donc effectivement, il faut qu'ils tiennent le plus longtemps possible. Et donc en fait, ils vont, encore une fois, je dis, ils sont dans le bunker en espérant qu'un miracle va se produire, qui va changer le cours de l'histoire. Non, c'est terminé. Donc c'est pas la question que ce soit gentil ou méchant que les Russes gagnent, le fait est qu'ils gagnent sur le terrain. Et on va voir ça, parce que les Européens cherchent à imposer un cessez-le-feu avant la décision d'un accord possible de paix en bonne et due forme. Et c'est aussi le moyen de rappeler que les combats continuent de faire rage sur le terrain. L'armée russe progresse de toute évidence dans l'est de l'Ukraine. Alors, le 20 novembre dernier, l'armée russe a revendiqué la prise de la ville de Kupiansk. Est-ce que vous confirmez cela? Parce que l'Ukraine a rejeté. Si c'est le chef d'état-major qui l'a dit, mais ils ont aussi rejeté l'information que les Russes avaient pris Bakhmout, qu'ils avaient pris Avdiivka, qu'ils ont pris Pakrovsk. Ce qui se passe, c'est qu'il faut nettoyer la ville. Notamment aujourd'hui, la forme de guerre a complètement changé. On a plus affaire à des petits groupes qui s'infiltrent, qui pénètrent, et même une fois que vous tenez la ville, il faut aller les chercher dans les sous-sols. Donc oui, la ville de Kupiansk est tombée. L'idée, c'est l'isolement de toute la partie est de l'Ukraine. C'est ça. L'idée, en fait, les Russes veulent éviter d'avoir, et aujourd'hui c'est possible étant donné la configuration du terrain, puisque le niveau de densité urbaine baisse, le niveau de densité industrielle baisse, donc on peut faire des grands encerclements. C'est ce qu'on a observé à Pakrovsk, c'est ce qu'on va observer à Konstantinovka, c'est ce qu'on va observer à Slaviansk-Kramatorsk. Donc c'est ce qu'on observe à Seversk, parce que vous dites que le front progresse partout. Oui. En fait, sur les 1000 km de front, on est d'accord à peu près, l'armée russe exerce une poussée permanente, ça je suis d'accord, mais pour autant, les gains territoriaux sont, alors selon les sources, de 200, 300, 500 km carrés. C'est pas très significatif finalement. Oui, mais je vais vous donner un exemple. En 1918, lorsque les Allemands capitulent, ils contrôlent encore une partie de l'Alsace, la Belgique et le Luxembourg. Donc ça ne sert à rien de compter les kilomètres carrés. En revanche, que maintenant vous entendez, y compris dans les médias de grand chemin, c'est que par exemple on dit oui, c'est vrai que là les Russes, une fois qu'ils ont franchi le Donbass, ils arrivent dans un paysage qui n'a plus rien à voir avec ce qu'ils ont connu dans le Donbass, où c'est quand même plus vallonné. Et vous avez 167 habitants au kilomètre carré dans le Donbass. Vous en avez 27 du côté d'Odessa. Donc si vous voulez, on arrive dans un paysage complètement ouvert, vous regardez simplement une carte, vous voyez que des grandes agglomérations, il y en a de moins en moins, et surtout, autour, on peut facilement manœuvrer pour les encercler. Donc ça ne sert à rien de compter les kilomètres carrés, ce qu'il faut regarder, c'est les prises des nœuds importants. Par exemple, la prise de Bakhmout était importante, peu importe qu'elle ait été réduite en cendres, la prise d'Avdiivka était importante, la prise de Pakrovsk est extrêmement importante. La prise de Seversk, qui aussi est imminente, est extrêmement importante parce que ça ouvre un espace opérationnel dont la Russie va proposer. La Russie, en fait, la stratégie qui a été adoptée à l'été 2022, quand les Russes ont vu que l'OTAN allait s'investir au maximum dans la guerre, c'est une guerre d'usure. Et aujourd'hui, cette guerre d'usure a porté ses fruits. Les réserves ukrainiennes sont réduites à peau de chagrin. Et maintenant, la Russie a l'initiative sur la totalité du front. Malgré les 5 mois d'hiver qui ça, effectivement. Alors, généralement, c'est pas tellement l'hiver qui empêche la guerre. C'est plutôt les intersaisons. Parce que le terrain est détrempé, la fameuse Rasputitsa. Soit parce qu'il pleut, il y a les pluies d'automne, soit parce qu'il y a le dégel en mars-avril. Et en fait, ce qu'on découvre là, c'est que... Et je me suis fait surprendre aussi. D'ailleurs, j'étais surpris que les Russes attaquent le 24 février. Puisque c'était juste avant la Rasputitsa. Et en fait, je pense que ce qui a joué, c'est que par rapport, depuis 1945, on a quand même pas mal asphalté en Ukraine, et que surtout la Rasputitsa, même si elle peut poser des problèmes logistiques, en gros, vous pouvez combattre en ville. Pour l'instant, les zones sur lesquelles on combat, c'est en ville. Et en ville, la Rasputitsa ne joue pas un rôle aussi déterminant. Est-ce que c'est pour ça qu'on revoit le retour des chars de combat qu'on n'avait pas vu pendant des semaines et qui, depuis plusieurs semaines, réapparaissent? Comment on peut interpréter cette information? Je pense qu'à un moment, il faut percer brutalement. Alors, ce qui est intéressant, c'est la composition, en fait, de ces colonnes d'assaut mécanisées, comme ça que je les ai appelées. Devant, vous avez toujours un char. Les Russes appellent ça le tsar mangal. C'est le barbecue, en fait. Donc, on a mis des grilles partout pour éviter les drones. Ils sont en colonne. Ils avancent pareil. Ils avancent sur des routes pour éviter les mines, parce que souvent, non seulement il y a la Rasputitsa, mais en plus c'est bourré de mines.
Donc il y a un déminage initial, et derrière vous avez des véhicules jetables, c'est-à-dire des MTLB, des BTR, qui sont plus ou moins protégés. Ils déposent l'infanterie, ils repartent, et s'ils se font détruire, c'est pas trop grave parce qu'on en a en stock. Autant qu'on en veut. Donc je pense que c'est ça aujourd'hui. C'est pour ça qu'on voit effectivement maintenant le retour de la colonne d'assaut mécanisée. Mais malgré tout, pour l'instant, ce qui domine, c'est quand même les drones. Cela dit, pour l'instant, parce que tout est en train de... La technologie change extrêmement vite. Hein. Les Russes avaient du retard sur les drones du champ de bataille en 2022. Aujourd'hui, ils ont une avance considérable, non seulement dans la technologie, mais dans l'organisation. Donc effectivement, je pense que tout est possible. Et le commandement russe s'adapte au terrain, et les mauvais ont été dégagés. Et maintenant, on a une armée russe qui est à son zénith. Hein. On est en 1944. Il y a une intensification des frappes des installations électriques. On voit aussi une stratégie mûrement réfléchie du côté russe, mais c'est l'idée de s'en prendre aussi aux populations civiles. Malheureusement, oui, c'est le cas. Cela dit, la guerre entre la Russie et l'OTAN et l'Ukraine est une guerre qui fait plus de morts chez les militaires que chez les civils. C'est très rare depuis le début du siècle dernier. Donc, et après, effectivement, cela dit, ne plus avoir d'électricité ou de chauffage, c'est une chose, vous pouvez toujours vous en aller. Mais vous ne pouvez pas d'un côté, vous aviez par exemple tous les partenaires industriels de l'Ukraine qui se vantaient de produire, Rheinmetall s'est dit, nous allons produire en Ukraine des munitions. Dans ce cas, oui, mais vous n'avez plus d'électricité, donc vous allez faire tourner comment votre usine ? Donc vous ne pouvez pas à la fois vous vanter de fabriquer des munitions, des drones, etc. et puis se plaindre que les Russes tapent sur la production énergétique. Et de toute manière, l'Ukraine, les Otanukiéviens font absolument la même chose du côté russe. Ils tapent sur les raffineries, ils tapent sur simplement, leurs moyens sont bien plus limités. Donc ils font ce qu'ils peuvent, mais ils ne peuvent pas grand-chose. Mais globalement, frapper sur les installations énergétiques, même quand ça tombe du côté russe, c'est de bonne guerre. Voilà. Ce qui est un crime de guerre, c'est quand vous, délibérément, vous voulez tirer sur des civils. Et côté russe, je pense que ce n'est pas la politique qui est suivie. Et globalement, même côté ukrainien, ça arrive de temps en temps. Il y a des crimes de guerre assez monstrueux qui ont été commis dans la région de Koursk. Mais globalement, on essaie quand même, en plus les munitions coûtent cher, de ne pas tirer, de se faire plaisir et de tirer sur un marché à Donetsk, comme ça a été le cas pendant 10 ans jusqu'en 2022, pendant 8 ans jusqu'en 2022. En 2025, on est en 2025, on s'aperçoit que l'économie russe est résiliente, mais vulnérable. Elle continue de croître, mais à un rythme qui quand même se ralentit. Les sanctions portent leurs fruits. Est-ce que la Russie, même en les contournant partiellement, n'arrive pas complètement à en réduire l'impact négatif ? En fait, les sanctions n'ont rien à voir avec les difficultés économiques de la Russie. La difficulté économique de la Russie, c'est lié, ou alors si, parce que la Russie a dû se mettre à produire ce qu'elle importait. Donc en fait, il y a toute une hyper-industrialisation qui s'est mise en place. En attendant que toutes les usines soient dotées de robots, il faut organiser une migration de travail. Il faut pallier le fait qu'effectivement, il n'y a pas assez de travailleurs. Mais ça, c'est pas lié à la guerre, parce que si vous voulez, quoi qu'il arrive, l'armée d'1,5 million d'hommes, la Russie a l'intention de la maintenir. Donc même si la paix arrivait aujourd'hui, vous auriez pas plus de vous auriez peut-être 100, 200 000 soldats qui retourneront travailler à l'usine, peut-être. Mais globalement, il manque 2 millions de travailleurs en Russie. Donc c'est soit de l'immigration de travail sur le modèle émirati, c'est ce que les Russes sont en train de mettre en place, soit des robots, c'est aussi ce qui est en train de se mettre en place, soit faut ralentir l'économie. Et la Banque centrale a choisi d'augmenter les taux directeurs de manière abusive. À mon avis, c'est une mauvaise idée de Madame Nabiulina, et ça a fait baisser effectivement la croissance, qui était à 4,5% en 2024 et qui là va tomber peut-être à moins de 1%. Et je pense que le problème économique russe, c'est davantage la Banque centrale que les sanctions. Les sanctions ont un effet extrêmement bénéfique, par exemple dans l'aéronautique. La Russie, en 2030, sera totalement souveraine en matière pour remplacer les moyens courriers d'Airbus ou Boeing. Ils ont leur propre projet, totalement russifié. Et ça ne serait pas arrivé sans les sanctions. Moi, si vous vous souvenez, j'ai toujours été, y compris depuis 2014, je suis pour les sanctions. Parce que quand vous habitez le pays le plus riche du monde, si vous n'avez pas de sanctions, vous avez tendance à vous laisser à vous reposer sur vos lauriers. Là, vous n'avez pas le choix.
Et donc les Russes ne sont jamais aussi bons que quand on les menace. Oui, mais alors, finalement, vous voyez, je lisais le rapport de l'IFRI, l'Institut français des relations internationales, et il dit que certains segments industriels russes souffrent déjà de ce qu'il cite de produits obsolètes, de problèmes structurels que vous devez rencontrer sûrement dans votre vie de tous les jours à Moscou. Vous me dites non, c'est pas cela, mais en réalité, vous considérez qu'il y a quand même ces problèmes de produits obsolètes nés d'un manque de main-d'œuvre. Donc, ce n'est pas la même raison, mais ça aboutit quand même à cette difficulté-là pour la Russie. Écoutez, non, alors je peux vous dire, à Moscou, je ne vois pas, on manque de rien. Il y a d'ailleurs même au début du conflit où on surveillait davantage les importations, je me suis fait fabriquer un ordinateur extrêmement puissant avec le dernier processeur Intel pour pouvoir monter mes vidéos. Je l'ai importé sans aucun problème. Donc on a accès à absolument tout. Maintenant, il est vrai que la Russie, comme les pays d'Europe sont en retard du point de vue technologique par rapport aux pays asiatiques. Ça, c'est une réalité. Et une réalité dont elle a conscience, mais par exemple, la Russie est capable de produire des semi-conducteurs pour mettre dans ses missiles, pour mettre dans une voiture. Évidemment, fabriquer un téléphone intelligent, pour éviter les anglicismes, elle n'en est pas capable, mais nous non plus. Ou alors elle peut les assembler, mais les composants viendront de Taïwan, de Chine continentale. Donc voilà, et je pense d'ailleurs la Russie, contrairement aux pays de l'Union européenne, essaie de franchir petit à petit des étapes pour graver des microprocesseurs. Là, ils sont en fabrication de série à 350 nanomètres. Ils seront à 130 l'année prochaine. Alors, c'est sûr, c'est pas aujourd'hui... Alors, après, c'est beaucoup de marketing, mais je crois que les Taïwanais sont à 2 nanomètres, etc. Mais cela dit, pour une grande partie de l'industrie, c'est largement suffisant. Et la production est en augmentation. Donc non, si vous voulez, les problèmes de l'économie russe sont vertueux. C'est parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre parce que l'économie est en surchauffe. Ça n'a rien à voir avec les problèmes qu'on connaît en France ou en Allemagne, où les problèmes économiques sont fondés sur le fait que l'énergie coûte trop cher et que donc la production européenne n'est plus rentable. Et c'est pour ça que BASF a quitté l'Allemagne pour partir s'installer aux États-Unis. C'est pour ça que les paysans, les paysans aussi d'ailleurs, mais les boulangers, les pâtissiers français étaient dans la rue il y a 1 an et demi parce qu'ils n'arrivent plus à payer la note d'électricité. Voilà, ça c'est des problèmes extrêmement grave qui frappe la production. En Russie, on n'a pas ce genre de problème. Est-ce qu'on n'avance pas vers une iranisation de l'économie russe? Ce n'est pas de moi, c'est toujours de l'IFRI, une économie qui adopte des traits similaires finalement à l'économie iranienne. Selon l'IFRI, produits obsolètes, difficultés d'innovation et aussi un modèle qui est maintenant centré sur l'effort de guerre. Ce qui va devenir finalement une difficulté aussi. Non, le modèle n'est pas centré sur l'effort de guerre. Je précise que c'est bien l'IFRI. Oui, mais alors c'est pas l'IFRI déjà, c'est l'IRI, parce que dans le rapport qu'ils ont publié, la France n'existe pas. C'est l'Europe, comme si la Russie va attaquer l'Europe. Bon, excusez-moi, je pense pas qu'ils en aient envie, mais s'ils attaquent l'Estonie, je me sentirais très moyennement motivé. C'est un rapport sérieux pourtant, non? Non, c'est pas sérieux. Je sais de ce que je l'ai lu. Je l'ai lu. Déjà, par exemple, sur la partie économique, le rédacteur explique que le fonds souverain russe est quasiment vide et que depuis 2023, il n'a pas été approvisionné. Or, vous allez sur le site du ministère des Finances russe, c'est lui qui gère le fonds souverain, vous voyez qu'il est à 13 000 milliards de roubles depuis des années, même avant l'opération militaire spéciale, et que effectivement, le gouvernement russe tape dedans légèrement en début d'année pour combler le déficit budgétaire, et puis après, tout doucement, avec l'argent qui est prévu sur le pétrole, il revient à 13 000 milliards. Donc par exemple, il y a des informations qui sont des mensonges délibérés, ou alors c'est un manque de professionnalisme qui est assez effrayant, ou alors c'est l'IA qui a rédigé ça, et donc c'est la faute de ChatGPT. Franchement, une erreur aussi lourde, c'est quand même... et surtout, par exemple, vous prenez les réserves de change russes. Les réserves de change russes n'ont jamais été aussi élevées que depuis que Vladimir Poutine est arrivé, c'est-à-dire en gros depuis la fin de l'URSS, à 732 milliards de dollars. C'est-à-dire que même si l'Union européenne vole les 200 milliards, les réserves de change russes restent parmi les plus importantes au monde. Donc il y a beaucoup de... il y a énormément sur les questions économiques, notamment, c'est très mauvais. Et finalement, sur les questions, je dirais, stratégiques, et démographiques, économiques, on ressasse ce qu'on a pu trouver dans Le Monde, Mediapart, Le Figaro, depuis 4 ans. Et ça fait 4 ans qu'ils se trompent. Même Scott Bessent, le secrétaire d'État au Trésor américain, qui est pour les sanctions contre la Chine, la Russie, etc., il a fini par dire si vous en êtes au 19e paquet de sanctions, c'est que ça ne marche pas.
Donc il faut arrêter. Donc iranisation de la société russe. Non. Mais en plus, ça veut dire quoi, iranisation? Je trouve que les Iraniens, ils s'en sortent pas si mal. Hein. Vous avez vu comment ils ont riposté à l'attaque israélienne? Ils avaient contre eux le complexe militaire-industriel américain, le complexe militaire-industriel israélien, et finalement, il a fallu que Trump vienne à la rescousse de Netanyahou parce que ça se passait très mal. Donc moi, les Iraniens, je les trouve plutôt efficaces. Mais cela dit, non, la Russie a un niveau d'excellence dans certains domaines, notamment le nucléaire. C'est la Chine qui construit le plus de centrales, mais c'est chez elle. Mais la Russie est le premier exportateur de technologie nucléaire. D'ailleurs, Framatome a un accord avec Rosatom. Donc il y a des domaines dans lesquels la Russie est extrêmement performante, bien plus performante que l'Union européenne. Et surtout, c'est une économie de production. Selon les chiffres de la Banque mondiale, 2021, donc avant même cette hyper-industrialisation auquel on assiste, l'économie russe, c'est 32%, c'était de l'industrie et de la construction. Quand c'était 28% en Allemagne, 18% je crois en Italie et 16% en France. Aujourd'hui, en France, on est à moins de 10% d'industrie dans notre PIB. Donc les fondamentaux russes sont excellents. Et au contraire, je pense qu'on va assister à l'arrivée de produits transformés. D'ailleurs, il y a énormément d'usines qui sont construites pour transformer sur place, par exemple, le gaz pour produire de l'engrais, pour produire différents matériaux de construction sur une base chimique. Donc non, la Russie se porte très bien. Elle a des problèmes économiques, mais qui sont bien moindres que ceux qu'on peut rencontrer dans les grandes économies, européennes, par exemple. Merci beaucoup, Xavier Moreau. Vous voyez, c'est passé très très vite. J'avais encore beaucoup de questions. Ce sera pour la prochaine fois. On se voit régulièrement et c'est avec plaisir que c'est sur TVL. Je reviendrai avec plaisir. Merci pour votre invitation.